Je me tourne du coup vers Ludivine Bantini, qui est historienne, spécialiste des mouvements sociaux, donc en histoire contemporaine, qui a écrit plusieurs livres, notamment un livre qu'on a beaucoup apprécié, pour lequel on l'a déjà invité chez nous, à l'Anticapitaliste et au NPA, donc 1968 de Grand Soir en Petit Matin. On voulait revenir avec toi, essayer de prendre un peu de hauteur, ça serait beaucoup dire, mais en tout cas de hauteur historique. On parle de plus en plus donc d'un cours autoritaire justement de ce gouvernement, de la Macronie. Dans quelle mesure ce terme il est effectivement applicable à ce qu'on vit actuellement, selon toi? Bonsoir, merci Manon pour cette question. Je vais tout de suite préciser que malheureusement, je n'aiderai pas du tout à prendre de la hauteur, surtout eu égard à ce que vous avez déjà dit les unes et les autres, aussi bien Touté que Martine, et que ce que va dire Omar ensuite. Et puis, bon, par ailleurs, évidemment, je ne suis pas seulement historienne, je suis militante, et donc c'est aussi à ce titre que j'interviens. Voilà, je préfère le préciser pour qu'il n'y ait pas de déception à cet égard, parce que je ne vais pas seulement intervenir comme historienne, mais en tout cas, la question que tu soulèves est fondamentale sur l'autoritarisme. Bien sûr qu'on peut considérer qu'on est face à une accélération autoritaire. Je dirais pas forcément tournant autoritaire, parce que le problème, c'est que des tournants, ça fait quand même un certain temps qu'on les voit. En fait, on peut considérer, par exemple, que 2005, ce qui s'était passé voilà, avec les révoltes dans les quartiers populaires des banlieues suite à la mort de Zied et Bouna et la manière dont le gouvernement, et en particulier son ministre de l'Intérieur, avait géré ça en instaurant déjà un couvre-feu, c'était un tournant autoritaire. Donc, bon, en tout cas, ce que je pense, mais voilà, ça mérite vraiment débat collectif, c'est qu'on est bien face à une manière autoritaire de gouverner et face à un immense paradoxe, puisque d'un côté, on brandit les lumières, la liberté d'expression, la République, et le républicanisme est vraiment érigé de plus en plus par la droite, quelle qu'elle soit. Hein. J'y inclus une bonne partie de l'ex-gauche dite Parti socialiste, jusqu'à la fachosphère, hein, même si je ne les compare pas, hein, bien sûr, mais il y a tout un spectre comme ça qui brandit tout ça tout en étant sans cesse prêt justement à gouverner de manière autoritaire, en prenant des mesures qui sont extrêmement graves. Alors, on a bien sûr parlé de la loi sécurité globale, et Martine y est revenue tout spécialement sur ce que ça représente en termes de liberté d'expression. Mais en fait, toutes les mesures qui sont vraiment des rouleaux compresseurs, c'est plus, on a pris l'habitude de dire que ce n'est pas des réformes pour justement casser le vocabulaire qui nous est asséné sans cesse, mais c'est justement plus que des contre-réformes, comme on a l'habitude désormais de le dire, mais c'est vraiment de la casse en fait. C'est de la casse et donc, ce qu'il faut aussi souligner, ce n'est pas seulement une question de vocabulaire, hein, c'est que quand on nous parle des supposés casseurs, etc., de supposées violences, bon, il y a des stratégies politiques diverses. Certaines et certains décident d'avoir recours à des formes de violence. Je ne sais même pas si c'est le mot qu'on peut employer à ce sujet. Mais en tout cas, la casse, elle n'est pas dans les vitrines, en fait. Ça, je pense que c'est vraiment important à chaque fois qu'on essaie de retourner aussi cette optique, parce que, évidemment, c'est ce qui s'est encore passé samedi, lorsque les médias se sont tous concertés sans se concerter d'ailleurs, ils n'ont pas besoin de se concerter, évidemment, c'est complètement banalisé, mais pour proposer un traitement médiatique de disqualification de la manifestation. Et en fait, ce sont des mesures elles-mêmes autoritaires qui avancent comme un rouleau compresseur et qui se mènent dans une atmosphère qui est justement très peu démocratique. Alors, je vais y revenir, on n'est pas non plus dans autre chose, on n'est pas par exemple sous le fascisme, j'aimerais bien y revenir brièvement, mais en tout cas, de toute façon, on est déjà face à un président mal élu. Je ne parle même pas uniquement du résultat des élections présidentielles, mais en fait de la construction médiatique incroyable dont il a bénéficié et qui interroge véritablement le socle même de la démocratie. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie quand finalement les médias mainstream sont toujours dans un flux tel, en nous montrant un Macron comme je ne sais quoi, gendre idéal ou je ne sais pas quoi, en fait, que ça laisse vraiment très très peu de choix. Une véritable démocratie, ce serait vraiment une démocratie où
où la question politique nous appartiendrait vraiment à toutes et à tous, et je pense qu'il faut vraiment y réfléchir encore davantage en termes d'alternatives et la poser sans cesse. Après, ce qu'on peut voir, c'est que il s'agit de riposter, quoi. La question, c'est comment riposter. Pour revenir à ta question, Manon, toujours sur la dimension autoritaire de ce régime, c'est vrai qu'il y a une banalisation de la violence. J'ai été frappée par la formule qu'a utilisée Martine tout à l'heure en disant « les blessés, on ne les compte même plus ». Évidemment, tout en rappelant à quel point, justement, on les compte. Et les collectifs des familles n'ont pas parlé tout est. Elle mène un travail considérable aussi pour demander justice et vérité. Et à ce titre, puisqu'on a déjà beaucoup parlé de la question des images et de leur nécessité, je voudrais rendre hommage en particulier à ce qu'a fait le collectif Urgence Notre Police Assassine avec Amal Bentoutsi en lançant cette application qui peut sembler vraiment cruciale, c'est-à-dire application sur filmer la police et conserver les enregistrements, y compris quand les téléphones peuvent être confisqués par cette même police. Donc cette banalisation de la violence, aujourd'hui, la particularité, et si on a l'impression qu'il y a une conscience plus aiguisée de tout ça et que même des médias mainstream parlent de violence policière et désormais sans guillemets, c'est parce qu'elle s'est étendue finalement à d'autres secteurs que celles qu'elle touchait jusqu'à présent, en particulier évidemment les quartiers populaires, et évidemment la violence féroce dans la traque contre les migrantes et les migrants. Et donc, on a senti cette accélération depuis au moins, évidemment, les mobilisations contre la loi travail jusqu'à la casse des retraites et en passant, évidemment, par les gilets jaunes. Donc, c'est une violence qui humilie, qui matraque, qui condamne, qui incarcère, etc. Et je pense d'ailleurs qu'il ne faut pas s'arrêter aux seules violences policières. D'abord parce que ces violences policières ont une responsabilité directement politique. J'avais trouvé intéressant d'ailleurs que David Dufresne appelle ses signalements « Allô, place Beauvau », parce que ce qu'il voulait souligner, c'est qu'il y a bel et bien une responsabilité politique du ministère de l'Intérieur, mais je pense qu'on peut parler de manière plus générale de violence d'État. De violence d'État qui, dès lors, se décline en violence policière, mais aussi en violence administrative, en violence judiciaire. Et cette violence d'État, elle va encore se manifester, si on n'arrive pas à la faire reculer, sur la loi dite de séparatisme. En fait, bon, je ne sais pas ce qui est plus séparatiste que ce pouvoir et cette classe qui sont mis dans un ghetto doré. Mais ça va être évidemment un enjeu absolument décisif de les faire reculer là-dessus. Cet autoritarisme, et je vais m'arrêter dans 1 minute 32, cet autoritarisme, il s'étend en fait. Il s'étend parce qu'à partir du moment où, au sommet du pouvoir, ils ont l'impression d'avoir un boulevard. Bon, il va falloir revenir aussi sur les alternatives, mais ils ont l'impression d'avoir un boulevard. Tout est permis, tout leur est permis. Ils peuvent nommer ministre de l'Intérieur quelqu'un qui est poursuivi, notamment pour viol. Ils peuvent nommer, c'est la dernière nomination en date, un conseiller de l'Élysée qui a 7 chefs d'inculpation et qui est mis en examen. Ils peuvent tout faire. Et donc, ça s'étend, l'autoritarisme, ça s'étend. Par exemple, moi, je travaille dans une université. Il y a une mesure qui vient de s'ajouter à la loi de programmation de la recherche, la fameuse LPR contre laquelle on est mobilisé depuis des mois. C'est une mesure qui vise à pénaliser, et on peut même dire en réalité, si on n'est pas strictement juriste, criminaliser, toute manière de se mobiliser dans les universités. La formule exacte, c'est troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement. Et donc, désormais, ça serait passible, ça serait un délit, troubler l'ordre et la tranquillité de l'établissement, genre organiser une assemblée, une occupation, un sit-in, etc. C'est 45 000 € d'amende et 3 ans d'emprisonnement possible. La dernière question, on pourrait en citer d'autres. Là, aujourd'hui, sur Twitter, depuis hier en tout cas, il y a un compte qui est très important parce qu'il diffuse pas mal d'informations précieuses sur les luttes, qui est suspendu par Twitter, juste à cause de sa bannière qui montre la liberté guidant le peuple de Lacroix, avec je crois que c'est un CRS qui donne un grand coup de pied dans la liberté. C'est un montage avec une photo d'un CRS qui donne un coup de pied à une manifestante. Ce compte, c'est Marcel Haïfan, et voilà, il est purement et simplement suspendu, donc censuré par Twitter. C'est ça aussi l'autoritarisme, c'est quand ça grignote en fait tous les domaines de nos vies, quoi. Et la dernière chose que je voulais aborder, c'est la question pour reprendre une formule désormais
très utilisé la formule d'Ugo Paletta, la possibilité du fascisme. Ugo Paletta a écrit un livre qui s'appelle comme ça, La possibilité du fascisme. Donc en précisant bien évidemment qu'on n'est pas sous le fascisme. Le fascisme, c'est un régime qui élimine systématiquement ses opposants par tous les moyens, et en particulier par la violence, voire par l'éradication physique. Mais comme le dit Hugo, en fait, le fascisme il est toujours précédé par une phase de fascisation. Ce qui permet d'ailleurs parfois au fascisme d'arriver au pouvoir tranquillement par voie électorale. Et voilà, la question aussi qui se pose, c'est est-ce qu'on en est là? Est-ce que la question du fascisme ou de cette possibilité, de cette hypothèse du fascisme peut être posée? Il n'y a pas de raison qu'on en soit épargné au vu de ce qui se passe un peu partout ailleurs. Donc, il me semble qu'il faut collectivement aussi et politiquement se poser la question. Ce que dit Hugo, et vraiment je termine là, mais c'est tellement important toutes les questions qui sont soulevées, on a envie d'en parler des heures, mais il y a quelque chose de très important que dit Hugo Paletta, c'est que le fascisme ou la possibilité du fascisme, c'est pas uniquement une crise de la reproduction du capital ou une crise de la domination de la bourgeoisie. C'est aussi une crise des alternatives, en fait. Une crise des alternatives, notamment une crise des alternatives politiques, sociales et économiques au capitalisme. Et du coup, ça veut dire que la balle est dans notre camp et que c'est important qu'on contribue à remettre aussi beaucoup sur le métier cette question de la dimension très tangible des alternatives. Tu l'as rappelé toi-même, hein, tu es aussi militante, en plus d'être historienne. En mars dernier, tu as contribué notamment avec d'autres au lancement d'une assemblée contre les violences d'État, dont l'appel constitutif disait notamment que face à ces violences, il est urgent de passer à l'offensive collective. Est-ce que du coup tu peux revenir avec nous là-dessus, sur qu'est-ce que vous entendiez justement par urgent de passer à l'offensive collective, parce qu'évidemment c'est des termes qui nous parlent, en tout cas ici à l'anticapitalisme. Bah oui, merci Manon de me donner cette possibilité de l'évoquer, parce que j'espère qu'on pourrait être très nombreuses et nombreux à organiser cette initiative. Hein. Il y avait d'ores et déjà en février-mars, hein, quand on l'avait lancé, beaucoup de collectifs, et en particulier donc, comme l'a rappelé Touté à juste titre, en soulignant l'importance tout simplement des premières et premiers concernés. Il y avait donc beaucoup déjà de collectifs, des familles, mais on avait ressenti une urgence, c'était au cœur de la mobilisation contre la casse des retraites, et puis de manière structurelle, il y avait évidemment cette répression, mais ce qu'on constatait justement en faisant le lien avec les quartiers, avec l'état d'urgence, avec ce qui se passe aussi en milieu carcéral, ce qui se passe est tellement monstrueux qu'on n'a plus les mots à propos des migrantes et des migrants, parce que il n'y a pas besoin d'être historienne pour le dire, mais à l'échelle historique, c'est une telle monstruosité ce qui se passe en Méditerranée, dans l'indifférence la plus généralisée, qui indique aussi une forme de racisme et une forme de racisme d'État. Donc on s'était dit que voilà, c'était important d'une part de considérer qu'encore une fois, ce n'était pas quelques flics, ni même quelque chose de systémique dans la police, mais que c'était une violence structurelle qu'on peut nommer en effet violence d'État. Bon, alors on n'a pas eu de chance parce qu'on avait tout, c'est pas facile à Paris quand de bric et de broc, on essaie d'organiser ça, ce genre de choses avec beaucoup de monde en même temps et pas beaucoup de moyens matériels. On avait une très belle salle, la salle des grands voisins, etc. Et c'était 2 jours avant le début du confinement et on a dû l'annuler, mais là décidément ça nous semble tout à fait fondamental de la relancer, cette assemblée de riposte aux violences d'État, parce que évidemment c'est absolument majeur d'être dans la rue. Comme le disait Omar, il faut reprendre la rue, et on l'a reprise à des moments où c'était vraiment extraordinaire, aussi bien devant le tribunal de grande instance, au moment où ce rassemblement considérable a été organisé notamment par le comité Adama. Et puis ensuite, dans d'autres moments importants, alors peut-être pas assez d'ailleurs, par exemple pour défendre l'hôpital public et les soignantes et les soignants par rapport à tout ce qu'on avait dit sur le soutien à leur apporter. Et puis bon, il y a eu évidemment ces immenses manifestations, et en particulier celle de la semaine dernière et celle de la semaine précédente. Mais on se dit que ça serait bien aussi que collectivement, on remette sur le métier des questions politiques,
ou qu'on ne peut pas forcément poser quand on manifeste, tout simplement, c'est-à-dire se mettre à réfléchir aussi à ce qu'on veut face à la police. Qu'est-ce qu'on veut? En fait, je pense que le spectre est assez étendu entre celles et ceux qui vont dire on veut une police républicaine, on veut, voilà, et puis d'autres qui vont dire on veut plus de police. Moi, je travaille beaucoup sur la commune en ce moment. L'idée, c'était de faire disparaître le plus possible la police et de s'auto-organiser autrement. Je ne dis pas pour autant qu'il y a eu une disparition de la police pendant la commune, mais ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, peut-être aussi s'inspirer de ces expériences historiques et révolutionnaires et émancipatrices. Ce n'est pas complètement lunaire que d'imaginer une alternative réelle à la police, et en particulier à la police d'État. Donc voilà, Assemblée de riposte aux violences d'État, on pourra se donner les moyens de communiquer et éventuellement je peux laisser une adresse mail pour qu'on puisse nous contacter si des personnes ici sont intéressées parmi celles et ceux qui suivent le meeting. En quelques mots aussi, je voulais revenir sur ce qu'ont dit et Martine et Touté et Omar. À propos de cette loi séparatisme, parce que, bon, évidemment, c'est absolument fondamental d'être là, très nombreuses et nombreux, samedi. Vous vous souvenez peut-être qu'il y avait eu une tribune dans Le Monde il y a quelques semaines qui avait fait un peu de bruit, parce que c'était complètement bizarre que ça apparaisse dans Le Monde et que ce soit, en l'occurrence, un universitaire, Jean-François Bayard, qui avait parlé d'islamophobie d'État. Alors, moi, pour tout vous dire, cette tribune, elle ne m'avait pas absolument convaincue, non pas du tout sur la question de l'islamophobie d'État, mais sur les arguments qui étaient mis en avant. Par exemple, le fait qu'il y a des contrôles aux faciès, ça tend vers l'islamophobie d'État. Par exemple, le fait que, justement, il y a pu y avoir, comme en 2005, un couvre-feu dans les quartiers populaires, ça serait l'islamophobie d'État. Pour moi, ça procède plutôt, et on a déjà eu l'occasion d'en parler avec Omar, évidemment, ça procède plutôt d'un racisme d'État. Là, on est arrivé sur autre chose, en effet, qui est clairement une islamophobie structurelle, institutionnalisée avec la loi séparatisme. Et pourquoi, en fait? C'est ça aussi la question qu'il faut se poser. Parce que Macron, quand il a été élu, il se positionnait vraiment pas du tout sur ces questions. C'est même impressionnant, parce que vous vous souvenez, il faisait des sorties. La question du racisme était quand même assez loin de lui. Il faisait des sorties justement sur, comment il avait appelé ça, les crimes contre l'humanité pendant la colonisation. Il s'était positionné comme ça, y compris contre Fillon, etc. Et puis là, voilà où on en est aujourd'hui. Et leur rapport, y compris jusqu'à valeur actuelle, etc. Donc, pourquoi? Mais parce qu'en fait, ils n'ont plus rien que ça, en fait. Ils n'ont plus rien que la valorisation de bouc émissaire. Et donc, de créer justement une division parmi nous. C'est horrible. C'est horrible parce que si on repart de la question de la fascisation, et Omar l'a rappelé, c'est bien de ça qu'il s'agit. C'est comme ça aussi que ça s'étend, en créant des catégories dans la population qui sont peu à peu stigmatisées, qui sont peu à peu discriminées, ostracisées, et ce, par l'État. Moi, je ne vois pas d'autres raisons, parce que très sincèrement, moi, je ne connais pas personnellement Emmanuel Macron, fort heureusement, et je ne vais pas non plus faire une analyse psychologique, mais moi, j'ai l'impression qu'au départ, il n'en a rien à carrer, en fait. Et que cette loi, c'est aussi un opportunisme qui, bien sûr, traduit une violence, qui est une violence qu'on peut faire remonter à très, très loin, qu'on peut faire remonter au début de la colonisation. Parce qu'il y a toujours des relents de la colonisation dans tout ça, en fait. Et que plus proche de nous, parce que c'est sous la Ve République que ça se passe, on peut faire remonter à la guerre d'indépendance algérienne et à la répression avec des massacres d'État, comme évidemment le 17 octobre 1961, contre ceux qu'on appelait justement les musulmans. Par exemple, les Algériennes et les Algériens étaient appelés officiellement les musulmans d'Algérie, donc étaient désignés par leur culture supposée et leur religion. Voilà, mais donc c'est évidemment pas nouveau, donc je ne suis pas en train de dire que tout à coup on cherche comme ça à faire surgir une politique par opportunisme, mais il me semble que pour ce qui concerne Macron, c'est pas sa culture, c'est pour ça qu'il avait pu se permettre de faire ses sorties immédiatement d'ailleurs contrecarrées par une position en effet contraire, en disant oui mais alors la colonisation ça avait du bon, etc.
Mais en fait, là, je me dis qu'on est dans une telle situation où ils ont à faire passer des mesures extrêmement brutales à tous égards sur le plan politique, social, économique, tout ce qu'on veut, des mesures liberticides, entre autres, que ça, c'est un hochet aussi pour nous diviser. Et c'est pour ça que c'est d'autant plus important qu'on ne se divise pas, comme le soulignait Omar.